l'abri à l'époque, une demi-douzaine d'années, et avec une tour d'eau, donc, c'est l'occasion pour moi de rendre un petit peu de l'agilité générale importante, et les agiles tours en particulier. Donc, voilà, très bien. Je travaille donc depuis ces demi-douzaine d'années dans l'agilité, notamment chez Agfa Healthcare, en tant que développeur, Scrum Master, et enfin Product Owner, donc cocher toutes les cases. Et notamment sur un module de prescription et d'administration de médicaments et de validation pharmaceutique. Donc c'est un retour sur ces 2 dernières années en tant que producteur sur ce module que je vous propose, le tout axé sur la simplicité. Donc le fil rouge de cette présentation sera un de nos écrans. Je vais vous projeter dans sa version initiale, telle que je l'ai connue avant d'arriver sur le projet, sans introduction, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est? Audrey, tu peux t'abstenir. Le développeuse dans l'équipe. Ah, on se rapproche. C'est une feuille de fin. C'est un écran de prescription de médicaments. Donc, vous avez une barre d'action en haut, des données de patients dans le haut, des lignes de prescription illimitées, et vous devez rentrer le nom du produit ici avant de continuer dans la partie basse pour saisir le reste avec la voie d'administration, par exemple si on voit oral, etc. Si on le prend tous les jours ou un jour sur deux, etc. Si c'est du discontinu ou du continu, alors discontinu c'est tout ce qu'on prend comme comprimé, donc c'est ponctuel, le continu c'est quand c'est sur plusieurs heures par exemple, comme les intraveineux, le nombre de fois par jour et la durée de la prescription qui est dans le même panneau. Voilà. Donc imaginez à l'époque le docteur Janvier qui ouvre cet écran pour prescrire quelque chose d'aussi simple que le Doliprane 3 fois par jour pendant 7 mois. Alors, partant du constat qu'on n'arrivait pas à faire simplement des choses simples, je me suis demandé comment améliorer les choses. D'abord, comme tout agiliste sera empreint des valeurs agiles, il est important pour moi de définir en quelques mots simples quelle sera ma vision, qui sera comme un guide, un point de repère pour la suite. D'abord, des écrans simples et structurés. En l'occurrence, je travaille avec des médecins, des infirmières, des pharmaciens. L'informatique n'est pas le métier, juste un outil dont les fonctionnalités doivent être le plus simples possible, directement compréhensibles. N'afficher que les informations essentielles. Si une information n'est nécessaire qu'1% du temps, on la masque par défaut, afin que les 99% restants bénéficient d'un affichage le plus clair possible. Par ailleurs, quand on ouvre un écran, il est important de comprendre tout de suite sa structure globale et ensuite de rentrer dans le détail si nécessaire. En préparant la présentation, je me suis demandé quelle était la définition de la simplicité d'ailleurs. La roustique, c'est le caractère de ce qui est formé d'éléments peu nombreux et organisé de manière claire. On est dans le thème, tout va bien. Troisième point, avoir des étapes de saisie claire. En gros, étape 1, étape 2, étape 3, terminé. Les médecins et infirmières doivent être guidés dans la saisie de leur prescription ou leur administration, afin d'effectuer leur action de manière évidente, de manière complète, donc en toute sécurité pour le patient. Voilà, donc le constat est fait, la vision est définie, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer? La clé, c'est se rapprocher de l'utilisateur final. Dans mon cas, je le fais à la fois en interne avec des collègues anciens, médecins, infirmiers ou pharmaciens, et lors d'ateliers de travail de 2 à 3 jours tous les mois que j'organise au sein des hôpitaux, notamment les hôpitaux de Paris, et où nous convions souvent les sujets des médecins, des infirmiers ou des pharmaciens. Alors dans ce cas, la première chose, on met de côté le logiciel, on ferme l'ordinateur et on parle métier. Qui est l'utilisateur final? Dans quel contexte évolue-t-il? Quelles sont les informations dont il a besoin dans ce contexte? Bref, quel est son besoin? Donc on ne parle pas de la solution éventuelle proposée ou imaginée par le client, on parle vraiment du besoin initial. Pour l'anecdote, j'ai séquestré à l'époque un infirmier anesthésiste chez Agfa pendant 2 jours. Je lui ai dit raconte-moi tout ce que tu sais des perfusions et des pousseurs. Parle-moi de toutes les manières possibles et imaginables de prescrire et de préparer des perfusions et pousseurs. On ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas cette base de départ. Alors,
Qu'est-ce que c'est les perfs les plus seringues? En gros, je suis mal placé, la moitié. Pour les perfusions, vous avez en gros une poche de soluté, ça peut être du glucosé ou une solution saline. Ensuite, vous avez une petite molette qui permet de régler le débit. Et ensuite, la tubulure qui va permettre d'injecter le produit dans l'alimentation. Donc c'est utilisé généralement pour les gros volumes administrés, pour des produits qui sont peu sensibles, puisque régler à la main sur une petite molette, ça n'a rien d'infiniment précis. Et de l'autre côté, les plus seringues, c'est au contraire pour des produits extrêmement sensibles, comme l'adrénaline par exemple, ou des anesthésiques. Pardon ? Ouais. Donc une seringue de 50 ml en général, et ce qu'on appelle le plus seringue, qui va pousser la seringue de manière extrêmement fine et précise. On a des débits qui peuvent être de 1 ml par heure, par exemple. Voilà. Je vais y aller. Alors, donc avec mon anesthésiste, on s'est pris une salle de réunion et on a défini le type de prescription possible et imaginable, tel que lui les avait utilisés pendant 15 ans à l'hôpital. Donc là, on a comme je l'ai dit, on a mis l'ordinateur de côté et on a pris des flipcharts, on a tapissé les murs. Typiquement pour le topalgique, on prend une seringue, c'est des fioles de 2 ml, on rajoute le soluté pour compléter les 50 ml et on injecte ça pour le patient. Topalgique, c'est un antidouleur. La dobutamine, c'est pour accélérer le cœur et donc maintenir la pression artérielle. Donc là, c'est des fioles de 20 ml à mettre dans 30 ml de soluté avec les préparations et les prescriptions associées. Noradrénaline, même principe que pour le Doliprane, il y a 3 manières de prescrire différentes. Bref, on a fait le tour de tous ces différents types de prescriptions. On a juste tapissé les murs, comme je vous l'ai dit, voilà la tête de la salle de réunion à la fin. Voilà, donc on peut avoir une idée claire et globale de l'ensemble du besoin nécessaire et structuré par type de prescription. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va définir la vision cible. Alors l'idée, c'est vraiment de mettre de côté les contraintes techniques, le temps de développement, pour définir la cible, vers quoi on veut aller. Dans l'idéal, où est-ce qu'on va? Donc il ne s'agit pas de générer des attentes inconsidérées de la part des clients, mais bien de partager ensemble une vision cible et leur donner confiance dans votre capacité à formuler une réponse adaptée à leurs besoins. Alors je vous raconte une petite anecdote là-dessus. On était en groupe de travail avec la PHP, donc c'est les hôpitaux de Paris, c'est en gros 36 hôpitaux, des milliers d'utilisateurs. Donc on discutait avec l'une des personnes de là-bas qui nous parlait de recherche produit. La discussion a dérivé, j'ai ouvert mon PC, j'ai dessiné une petite maquette. La discussion s'est terminée, j'ai demandé le projecteur, j'ai projeté la maquette, un truc aussi simple que ça, avec donc la différence, les différents types de produits au livret du web, donc des produits qui sont spécialisés pour un environnement donné, par exemple la pédiatrie, des produits issus du protocole, etc. Et donc ça collait exactement à ce qu'il venait de me dire quelques instants auparavant, et donc sa réaction c'était « on l'accorde ». Donc là on peut véritablement avoir, avec beaucoup de créativité, apporter une validation d'un concept et montrer qu'on a compris et qu'on est capable de proposer une solution qui va répondre à leurs besoins. En développement, on a des temps extrêmement longs, donc le maquettage permet d'avoir, avec beaucoup de réactivité, un retour et une validation du concept. Voilà, ça permet aussi de matérialiser donc la vision et ça sert de base d'échange et de discussion concrète. Typiquement, ça c'est l'écran pour la gestion des perfusions et pouces seringues. Donc on voit qu'on peut dessiner les grands concepts et rajouter à la volée des commentaires contextuels, donc vraiment se poser et voir toutes les contraintes qu'on pourrait avoir concrètement. Voilà ce que ça donne en dézoomant. On a vraiment une sorte de plan de travail où on a les différents écrans et les différentes remarques qui sont précises. Alors, suite à ça, l'intérêt des maquettes aussi, ça permet typiquement de les imprimer. C'est
ce que j'avais fait. Alors c'est pas pour la présentation que j'ai imprimée aussi grande, j'avais fait réellement comme ça. Et avec mon anesthésiste, je lui avais proposé ces écrans imprimés, je lui avais demandé fais-moi les prescriptions telles que tu les ferais sur le logiciel. Donc typiquement il l'a fait, je lui faisais les calculs tels que le logiciel l'aurait fait. Voilà, donc on peut valider les concepts. Pour la noradrénaline, c'est OK. Pour le dopamine, c'est OK. La dobutamine, c'est OK. Voilà, ça permet véritablement de valider les concepts avant de rentrer dans le développement. Du coup, faire des adaptations qui sont plus coûteuses, de voir si on s'est planté dans le concept ou au contraire de valider le concept s'il est bon. Alors, une fois qu'on a défini le besoin, qu'on a la vision cible, on va prioriser les besoins. Avec la méthode Moscow, avec les must, ce qu'il est impératif de faire, sans ça la fonctionnalité n'a juste aucun sens. Les should, ce qu'il est essentiel de faire, c'est-à-dire qu'on va amener, s'il y a juste les must, c'est compliqué de se servir de la fonctionnalité. Le should va apporter un peu plus d'aisance dans l'utilisation et les could vont apporter le confort. Le W, c'est pour soit would like to, soit want. Moi j'aime bien l'utiliser en tant que want pour définir dès le départ qu'est-ce qui ne sera pas dans la version. Soit parce que c'est un autre sujet qu'on va véritablement faire dans un second temps, soit parce que ça ne va pas dans le sens du logiciel. Donc je préfère l'identifier tout de suite et le mettre de côté et l'afficher comme tel. Pardon, je reste sur la priorisation. Donc ça permet de se concentrer sur l'essentiel, de garantir un très haut niveau de qualité tout en tenant les délais et donc les engagements vis-à-vis du client. Et la barrière d'ajustement sera ni les délais ni la qualité, mais le périmètre fonctionnel, tout en sachant que ce que vous allez livrer, c'est ce qui a le plus de valeur ajoutée et ce que vous allez décoder, donc le moins d'importance. Alors au début c'est un peu compliqué puisque les clients ont l'impression que ce que vous laissez de côté sera perdu pour toujours. Donc il y a beaucoup de résistance face à ça. Mais après une ou deux itérations, quand vous livrez de la qualité sur des évolutions qui apportent plus de plus-value de manière régulière et que vos clients voient leurs utilisateurs finaux satisfaits, alors les clients adhèrent à votre démarche, les résistances s'effacent et c'est presque eux qui deviennent moteurs de la priorisation. Ensuite, une fois qu'on a défini le besoin, la vision et priorisé tout ça, on déclenche le développement. Et l'important à ce moment-là, c'est de présenter régulièrement les développements, toujours pour déterminer s'il y a des ajustements à faire, pour éviter aussi l'effet tunnel, et qu'on arrive au bout de quelques mois et rentrer dans le mur parce qu'on a des détails qu'on n'avait pas envisagés. Typiquement, je le faisais avec les hôpitaux de Paris toutes les semaines, le mardi à 14h, on se prenait une heure ou deux pour présenter les évolutions. Dès qu'il y avait quelque chose de présentable, de montrable, ça permettait d'avoir du feedback par rapport à ça. Et ça permet aussi d'avoir un contact régulier avec le client et d'avoir des remontées par ailleurs de ce qui se passe sur le site, des différents retours de la production. Alors, et enfin, une fois que c'est terminé, avant livraison, valider les développements finalisés. Typiquement, pour l'exemple des perfus tout seringues, qui sont en cours de développement actuellement, dans un mois je me rends au CHU Toulouse et je vais les faire réellement utiliser le logiciel, ils vont se connecter à distance sur nos environnements et ils vont pouvoir réellement manipuler le logiciel et voir concrètement si ça va, puisqu'on a validé les concepts, on a validé sur papier si ça marche, mais concrètement il y a des choses à améliorer dans l'utilisabilité. Ça on peut vraiment on est convaincu qu'en le faisant utiliser par les utilisateurs. Donc avant la fin de la phase de développement, on va pouvoir déjà leur faire manipuler et faire les tout derniers ajustements à ce sujet. Voilà, donc toutes ces démarches, ces 5 points, permettent de sortir du mode prestataire de service à la main des clients les plus puissants et réellement rentrer dans un mode d'éditeur de logiciels. Donc typiquement les utilisateurs finaux et membres de groupe projet des hôpitaux connaissent leur métier sur le bout des doigts. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont dans les hôpitaux, qu'ils sont là-dedans tous les jours, ils connaissent sur le bout des doigts. Moi, je sais faire du logiciel. À travers cette démarche, on a pu instaurer une relation de confiance et où chacun se repose sur l'autre dans ce qu'il sait mieux faire et pour le bénéfice de tous. Voilà. Alors, le fil rouge,
étant l'écran de prescription que je vous ai montré tout à l'heure, je le rappelle. On a procédé par itération, vous voyez l'aujourd'hui et le demain. La première étape, ça a été de restructurer tout ça et de commencer à simplifier. Pour info, on avait une roadmap qui était définie notamment pour les hôpitaux de Paris, qui demandait un grand nombre d'évolutions par ailleurs, qui ne concernaient pas cet écran. Mais nous avons décidé qu'il était important de l'améliorer, donc par petites touches, avec des choses qui ont très peu de coûts de développement, mais de la valeur ajoutée. On a pu déjà faire une première version où on a simplifié la structure. On a enlevé la saisie du produit principal qui était au milieu de la partie de visualisation des lignes de prescription, et on a tout mis dans la partie basse qui sera dédiée du coup à l'édition, avec quelque chose de séquentiel, avec le produit, la administration, la méthode, la dose, le nombre de fois par jour et la durée de la prescription, avec les commentaires qui restent à droite. Ensuite, ce qu'on est en train de développer aujourd'hui et qui sera livré en janvier, c'est ça. On ajoute une nouvelle ligne, on a le nom du produit. Juste. Ensuite, une fois que le nom du produit est renseigné, on renseigne la voie d'administration, on guide véritablement pas à pas l'utilisateur, de sorte que la première fois qu'il ouvre l'écran, il sait exactement quelle est la donnée qu'il a à renseigner. Et ensuite, une fois qu'on rentre le mode d'administration, discontinu, on rappelle que c'est pour des comprimés, par exemple, et on affiche la posologie associée à ce mode-là. Voilà, donc on a supprimé l'ensemble des informations inutiles. Vous voyez ici des petits liens qui permettent de déplier les panels. S'il n'y a rien d'affiché par défaut, ils sont repliés. On peut cliquer dessus, les déplier et renseigner l'information si nécessaire. Mais par défaut, ils sont masqués, donc il ne colle absolument pas l'affichage de l'écran. On affiche juste le nombre de lignes correspondant au nombre de prises que le médecin a défini. Voilà. Alors, une deuxième devinette, une dernière devinette. Qu'est-ce que c'est pour ça? Alors, on a un champ avec une date, une heure. Là, on a une saisie de date. On a différents chiffres avec un icône d'horloge, un bouton plus, un affichage de l'heure, une heure et minute, une saisie des minutes, des heures et minutes, pardon, des petits boutons pour incrémenter les minutes et une petite slide bar pour pouvoir modifier les valeurs. Bon. Ici. Non. Alors, c'est ça en fait. C'est une pop-up de saisie de date de fin de prescription. Voilà. C'est un truc aussi simple. Voilà, c'est une saisie de date de fin et on peut faire simple, c'est pas forcément évident et naturel. Du coup, voilà, on a quelque chose d'extrêmement compliqué. Si on a l'état d'esprit pour le faire simple, on arrive à ça. Donc c'est vraiment, alors je vous ai volontairement présenté lors de cette session, non pas la version web qui est hyper sexy avec des layouts modernes et plaisants, mais une version client lourd pour bien montrer que ce n'est pas une question techno, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et loin d'être une contrainte, faire simple devient une véritable libération et une évidence. J'aime bien ce mot. Encore une fois. Voilà, donc pour la petite histoire, ces écrans ils sont en pilotage en janvier 2015 sur les premiers hôpitaux. Et voilà, ça va bien plus encore. Merci pour votre attention.